Je sais pas si je sais pas si on pourrait parler de ces textes ou de ces nouvelles comme de portraits de femmes. En tout cas, c'est pas la volonté que j'ai eue. Ce que je peux dire, c'est que dans la façon dont j'ai écrit ces textes, j'ai eu l'impression d'être quelqu'un qui regardait. C'est-à-dire que je me suis inspiré de tableaux, d'images, de photos, d'images de films. Et c'est à partir de ces portraits, effectivement, que j'ai eu envie d'écrire. Donc, il y a dans ces textes, effectivement, quelque chose qui est très visuel. Euh, je me rends compte que ça serait très difficile de résumer chacune de ces nouvelles. Ça serait très difficile parce que il me semble que c'est pas une narration linéaire qui compte. Euh, j'ai l'impression que ces nouvelles, il faudrait presque les regarder comme des tableaux. En tout cas, c'est une idée qui me plaît bien. Un roman, on peut le résumer. Un film, on peut le résumer. Une image, on aura beaucoup plus de mal à la résumer. Et effectivement, il y a quelque chose qui se saisit d'une seule pièce, d'un seul flash. Quelque chose qui fait que parfois, en regardant, on ne sait pas si on voit quelque chose ou si on fantasme quelque chose aussi. Et j'aime bien l'idée que, en étant lecteur de ces textes, on soit dans l'indétermination, qu'on ne sache pas vraiment si on est spectateur, lecteur, ou quelqu'un qui fantasme. Alors, le narrateur de ces textes, la baie vitrée est composée de 14 textes qui n'ont pas d'unité narrative ensemble, qui ont un dénominateur commun, c'est qu'il est dans chaque texte question d'une femme. Parfois en relation avec un environnement, parfois avec un mouvement de fuite généralement, ou alors un mouvement d'enfermement, comme c'est le cas dans la baie vitrée, le texte donc, qui a inspiré le titre du recueil. Et ce qui est commun finalement à chacun de ces textes, c'est qu'on peut avoir le sentiment que c'est un même sujet qui regarde. Sujet-auteur, sujet-narrateur, et qui se laisse porter par son regard. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Je crois qu'il ne faut vraiment pas chercher de psychologie dans ce livre. Il ne faut pas chercher à saisir ou à comprendre une histoire d'amour, par exemple. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est davantage de l'ordre de l'envoûtement. Celui que personnellement je ressens parfois en tant que sujet voyant lorsque je suis au cinéma, lorsque je suis devant un tableau. Ça peut être un tableau de Fernand Kopf, de Klimt, ça peut être une photo de Nan Goldin. Voilà, j'ai écrit ces textes en regardant, en adoptant la posture ou la position donc du sujet voyant, pas voyeur, mais voyant. Et du coup, je crois pas que ça soit la peine d'aller chercher de la psychologie, parce que la psychologie, c'est toujours l'indice d'une profondeur, d'une intériorité. Et quand j'ai relu mes textes, je me suis rendu compte qu'il y avait des remarques de psychologie, mais qui traitaient davantage, qui étaient davantage quelque chose de l'ordre du simulacre. Des remarques qui étaient là non pas pour nous faire comprendre que si ce personnage à tel moment fait ça, c'est parce qu'il y est poussé par une motivation psychologique, par un événement passé qui le pousse vers là. Ces notations psychologiques, elles sont plutôt là pour donner une couleur ou pour une question de rythme. Et en effet, je pense que face à l'image, on n'a pas besoin de psychologie, on est plutôt dans une position d'envoûtement, comme je disais à l'instant, et on est dépossédé. C'est pas avec sa psychologie, c'est pas avec son intelligence qu'on regarde, mais avec ses affects. Et ce qui est déclenché face à un tableau,
c'est ce que j'ai essayé de retrouver quand j'ai écrit ces textes-là. Donc il y a effectivement quelque chose qui est de l'ordre, alors on peut dire du regard, du fantasme, de la transe, ça peut conduire à la mélancolie, au ravissement amoureux. Il y a des passages qui sont très sombres, il y a des passages qui sont très lumineux. Mais tout cela finalement peut basculer, il y a beaucoup de contradictions. On a peut-être parfois l'impression d'être dans une logique très binaire, l'amour, la haine, Eros, Thanatos, mais souvent, pour moi, ces deux se sont confondus, se sont combinés. Et dans mon écriture, enfin dans la rédaction donc de ces textes, ça serait, comment dire ça, je ne vais pas dire que j'ai agi comme un peintre, que j'ai fait comme un peintre, je ne suis pas peintre, je ne sais pas comment fait un peintre, mais j'ai projeté des phrases. C'est-à-dire que j'avais souvent une image source, que j'avais envie de regarder et que j'avais envie de commenter. Et comme fait n'importe quel spectateur face à un tableau, bah, il va projeter sur l'image des sensations, des bribes de récits, des fantasmes aussi. Et mon écriture de chaque texte, c'est faite comme ça. Comme, on pourrait parler comme une espèce de mosaïque, donc d'agencement de phrases qui se trouvent à leur place un peu par hasard. En tout cas, on n'est pas dans une inscription temporelle, on n'est pas dans la recherche d'une cohérence narrative, on est plutôt dans des ressentis, dans des affects, et dans ces mouvements-là qui nous conduisent à nommer ou à tenter de nommer ce que l'on est en train de regarder, et qui en même temps nous regardent. Après l'écriture de Villa Bunker, j'ai eu envie d'écrire du théâtre parce que j'avais le sentiment que, après avoir arpenté avec mes personnages cette maison qui était remplie de murs, avec peu de fenêtres, avec peu d'issues de regard sur l'extérieur, j'ai eu l'impression d'en avoir un peu fini avec les maisons. Thème qui était déjà présent dans Place Forte. Il y avait la ferme dans Place Forte, il y avait une chambre d'immeuble dans le fauteuil de Bacon, et puis cette villa oppressive, cette villa prison, cette villa carcérale donc dans Villa Bunker. J'avais l'impression d'en avoir un peu fini avec l'enfermement et avec cette inscription dans l'espace. La baie vitrée a été le premier texte que j'ai écrit. Et la baie vitrée, effectivement, c'est un écran. C'est pas tout à fait comme une fenêtre. Ce qui me plaît bien avec la baie vitrée, c'est que quelqu'un regarde un paysage et en même temps quelqu'un est dans le paysage. C'est-à-dire qu'en regardant, on est déjà dans un tableau. On forme déjà un tableau. Et du coup, ce qui est de l'autre côté de la baie vitrée perd sa fonction d'extériorité, comme si finalement la perspective disparaissait. La baie vitrée, c'est un espace projectif, c'est comme au cinéma. C'est quelque chose qui nous permet presque d'être dehors sans sortir. Et dans l'écriture donc de ce premier texte, La baie vitrée, il y avait cette femme qui était dans une villa. Elle était quand même encore dans une villa. Ça veut dire que je n'avais pas tout à fait fini avec mes maisons. Et un peu à la manière donc des personnages de Villa Bunker, elle arpente le rez-de-chaussée, voilà, elle est dans une espèce de solitude anxieuse,
en retrait, sans affection, sans passé apparemment, sans rapport non plus très défini au temps. Et dans les autres nouvelles, on retrouve des maisons. Mais à la différence de ce qui se passait dans mon roman précédent, c'est qu'on n'arpente plus ces maisons. On ne les arpente plus, on s'y trouve, on s'y réfugie, on y pénètre un petit peu comme en passant à travers les murs. Alors peut-être que j'ai besoin d'inscrire effectivement mes personnages dans des lieux clos comme des peintres ont besoin de dessiner des cages ou des structures pour placer leurs figures. C'est peut-être tout simplement un dispositif, c'est peut-être tout simplement quelque chose qui me permet de cadrer, qui me permet de rassurer le mouvement de l'écriture. Mais il y a aussi des paysages. Il y a aussi des paysages Alors ce sont souvent des paysages un peu vides, des paysages d'apocalypse. Voilà. Il y a des mots que je n'aurais jamais prononcés, que je n'aurais jamais écrits auparavant, qui sont apparus dans l'écriture de la baie vitrée. Donc j'ai adopté un langage plus cru, j'ai parlé de sexualité. J'étais convaincu d'être puritain et que c'est des choses que je n'aborderai jamais. J'en étais même plutôt satisfait en considérant que c'était pas de mon ressort, que c'était pas mon rayon. Bon. Et puis j'ai regardé, j'ai écrit ces textes et puis ces phrases sont venues, ces scènes un peu crues, sont venues tout à fait naturellement. Alors évidemment, je me suis posé la question de savoir ce que ça donnerait quand des lecteurs découvriraient ça. Et je me suis rendu compte à l'occasion d'une lecture qui a été faite par des comédiens qui ont très bien lu deux de ces textes. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de pornographie dans tout ça. Et qu'est-ce qui est pornographique dans une phrase, c'est quand elle n'est pas dans un bon contexte. Et j'ai été rassuré par cette lecture parce que j'ai le sentiment qu'il y a des mots crus, il y a des scènes très sombres, peut-être pornographiques, mais tout cela n'a pas à être justifié. Tout cela ne pose pas, selon moi, je n'ai pas de difficulté, je n'ai pas de problème avec ça. Le recueil est composé de 14 textes qui ont un calibrage à peu près identique. J'ai écrit ces textes sur une durée de 3 mois, voilà, en me forçant un petit peu, en me contraignant à écrire un texte par semaine, en sachant que c'était une bonne période pour l'écriture et qu'il ne fallait pas trop attendre parce que si j'attendais trop, le livre m'échapperait et puis je ne l'écrirais pas. Donc j'ai écrit ça, ça va faire 1 an maintenant. Et puis j'ai occupé une partie de mon été à les relire, à les corriger, en essayant de jouer sur les effets d'écho d'une nouvelle à l'autre. Parce que je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de cohérence narrative, qu'il n'y avait pas de récit véritable. Des femmes, peut-être toujours la même femme. J'ai eu à cœur de faire en sorte qu'il y ait comme des réponses, comme des échos, des traits, des effets d'atmosphère ou de coloration qui pouvaient donner le sentiment au lecteur de ne jamais avoir tout à fait perdu le texte qu'il avait lu la veille ou quelques jours auparavant. De sorte que au cours de la lecture, il y a des choses qui se réactivent, qu'il y ait un effet de rémanence plus ou moins conscient. De la même façon qu'une image fait surgir d'autres images et nous entraîne à voir des choses qui sont de l'ordre du visible, voilà, mais qui étaient enfouies, j'ai voulu créer ce jeu d'écho
et de réponses. Comme si finalement on se baladait, comme si on se promenait, et que voilà, la vision une vision faisait revenir une autre, on faisait remonter une autre.